À Marineford, Barbe Blanche encaisse 267 coups d'épée, 152 balles, 46 boulets de canon et une attaque de magma qui lui souffle la moitié du crâne. Et il continue à se battre debout. Pourtant, c'est pas lui le plus fort de cet arc. Dans cette vidéo, on passe chaque arc de One Piece en revue du début jusqu'à Egghead. Et pour chaque arc, je te donne mon choix avec les arguments qui vont avec. Tout commence à Fuchsia Village, avec un gamin qui rêve de devenir roi des pirates et un roux à chapeau de paille qui va changer sa vie. Le plus fort de Romance Down, c'est Shanks. Et ce qui rend ça intéressant, c'est qu'on comprend même pas encore ce qu'il représente à ce moment-là. Il utilise le haki des rois pour sauver Luffy d'un roi des mers. Et à ce stade du récit, t'as aucune idée de ce que c'est. Il perd son bras dans l'aventure, mais c'est un choix, pas une défaite. Shanks pose le ton dès le départ. Ensuite, l'histoire démarre, et on arrive rapidement à Orange Town, où Luffy et Zoro tombent sur Buggy le clown et ses pirates. Buggy a de la gueule. Son Barabara no Mi lui donne un vrai avantage technique. Mais face à la puissance brute de Luffy, c'est plié. Luffy prend le titre ici, premier d'une longue série. Puis, après Orange Town, Nami rejoint à contre-cœur. Et on s'arrête à Syrup Village, où Usopp, le menteur officiel du village, entre dans l'aventure. Le capitaine Kuro a un plan bien ficelé, éliminer Kaya pour mettre la main sur sa fortune. Ses mouvements sont redoutables, mais Luffy le démonte. Même logique que l'arc précédent, on passe. Par la suite, Usopp dans l'équipage, direction le Baratie, le restaurant flottant où on rencontre Sanji. Et là, le premier choix vraiment inattendu de cette vidéo. Luffy bat Don Krieg, soi-disant l'homme le plus fort d'East Blue. Mais dans cet arc, il y a un mec qui débarque avec un couteau à beurre et qui met Zoro en charpie en quelques secondes. Mihawk, le plus grand sabreur du monde, détruit le vaisseau amiral de Krieg par pur ennui et repart tranquillement. C'est lui le plus fort, sans discussion. Et cette scène plante Zoro face à son objectif pour le reste de la série. Dans la foulée, une fois le Baratie derrière eux, Sanji dans l'équipage, ils partent libérer Nami dans Arlong Park. Arlong est un homme poisson. Sa force naturelle est largement au-dessus d'un humain, mais ça suffit pas. Luffy le démantèle, lui et toute sa base à main nue, dans un des moments les plus iconiques d'East Blue. Brutal, viscéral, émotionnellement chargé. Luffy est clairement le plus fort ici, pas de débat. Après ça, Nami enfin libre, l'équipage met le cap sur Locktown, la ville où le roi des pirates est né et mort. Luffy manque de se faire exécuter par Buggy avant de se faire attraper facilement par le capitaine Smoker, ce qui pourrait laisser croire que Smoker est le plus fort. Sauf qu'un homme débarque, sauve Luffy et fait fuir Smoker d'un simple regard. Monkey D. Dragon, le père de Luffy, l'homme le plus recherché du monde. À ce stade du récit, on sait rien de sa puissance réelle, mais mettre Smoker en fuite sans effort suffit comme argument. Ensuite, Dragon dans le rétroviseur, l'équipage entre dans la Grand Line par Rivers Mountain. Il tombe sur Laboon, le cachalot géant, et Crocus, l'ancien médecin du navire de Roger. Arc court, choix simple. Luffy, quand le plus grand cachalot de l'océan te percute de tout son poids et qu'il se passe rien, c'est toi le plus fort. Crocus est un ancien de l'équipage de Roger, respect, mais on le voit jamais se battre vu qu'il était médecin. Et puis, premier arrêt officiel sur la Grand Line, c'est Whiskey Peak, et premier signal que les règles ont changé. Zoro bat 100 agents Baroque Works tout seul, dont Mr. Five, qui essaie de résister, une des premières démonstrations de puissance absurde du début de la série. Luffy et Zoro s'affrontent ensuite sur un malentendu, sans vainqueur clair. Pourquoi ? Parce que Nami les assomme tous les deux. Mention obligatoire pour Nami qui met KO le futur meilleur sabreur du monde et le futur roi des pirates dans la même soirée. Dans le doute, le titre revient à Luffy, mais Zoro est juste derrière. Après ça, l'équipage repart avec Vivi à bord, et on arrive à Little Garden, l'île préhistorique des géants. Dory et Broggy se battent depuis 100 ans, et leur Elbaf Spear peut décimer un monstre marin entier d'un seul coup. Mr. Tree et son Wax Wax Fru les plantent par ruse, drogue dans la boisson de Dory, embuscade, exécution préparée. Mais ils étaient déjà épuisés et pris en traître. Leur puissance brute reste au-dessus de tout le reste dans cet arc. Les géants prennent le titre. Puis Nami tombe malade, et l'équipage fait une urgence à Drum Island pour la soigner. C'est là qu'on rencontre Chopper, dans un paysage enneigé peuplé d'ours randonneurs auxquels il faut s'incliner pour passer. Quand le tyran Wapol revient pour reprendre l'île, Luffy l'envoie dans les airs sans effort. Mention rapide, Ace apparaît brièvement à la fin de cet arc en pleine chasse à Blackbeard. Et à ce moment-là, Ace est clairement au-dessus de Luffy. Mais il passe si vite qu'on reste sur Luffy comme pic de l'arc. Ensuite, Chopper dans l'équipage, Vivi toujours à bord, destination finale, Alabasta. Et là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Premier arc vraiment dense en colosse. Le Shichibukai Crocodile bat Luffy 3 fois. C'est Robin, alias Miss All Sunday, et un peu de chance qui sauve la mise dans leur premier duel. Smoker est là, Robin aussi. Mais le personnage le plus fort de cet arc, c'est Portgas D. Ace, le frère aîné de Luffy. Il débarque, réduit toute la flotte de Baroque Works en cendres en quelques secondes, et repart aussi sec. Face aux flammes d'Ace, Crocodile est dans une autre catégorie. Après ça, Alabasta derrière eux, l'équipage remonte vers le ciel. Mais avant ça,
un arrêt à Jaya qui introduit des personnages qui vont marquer toute la suite de la série. Luffy met KO Bellamy d'un seul coup de poing dans une scène devenue culte. Correction par rapport à beaucoup de vidéos sur le sujet. Marshall dit Teach, alias Barbe Noire, à Jaya. On ne sait pas s'il a déjà le Yami Yami no Mi ou non. On le voit pour la première fois, à ce moment du récit, donc difficile de le classer. Donc, quel est le choix qui tient la route? Doflamingo. Il apparaît dans cet arc, contrôle Bellamy comme une marionnette depuis l'ombre, et il est déjà Shichibukai avec un réseau souterrain en place. À ce stade, c'est lui le vrai titan discret de Jaya. Puis, de Jaya, les chapeaux de paille montent vers Skypiea, l'île céleste légendaire, un arc isolé du monde entier avec ses propres règles et son propre dieu. Wiper, le guerrier Shandia, met sérieusement la pression, mais le vrai dieu de l'arc reste Enel. Avec son Goro Goro no Mi et son mantra, ce qu'on n'appelle pas encore le haki d'observation, il est quasi imbattable dans cet environnement. Luffy qui le bat, c'est pas de la chance. Le caoutchouc est non conducteur, c'est de la physique de base. Mais en termes de puissance brute dans cet arc, Enel, qui se prend littéralement pour un dieu, est sur un autre niveau que tout le monde. Ensuite, redescendu sur l'océan, l'équipage tombe sur Foxy le renard argenté dans le Long Ring Longland, l'arc le plus léger de la série. Davy Backfight, une compétition où on perd et gagne des membres d'équipage à chaque épreuve. Et c'est Afro Roshi, Afro Luffy, qui finit par battre Foxy. Bonne humeur générale. Et juste après, débarque Aokiji, amiral des Marines, qui gèle l'océan entier et met à terre Luffy, Zoro et Sanji en quelques secondes sans même se réchauffer. Ce contraste entre la légèreté de l'arc Foxy et la menace absolue qu'incarne Aokiji est une des meilleures introductions de personnages de la série. C'est lui, clairement le plus fort de cet arc. Par la suite, l'équipage, secoué par cette rencontre, met le cap sur Water 7 et le début de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur arc de la série. On y rencontre Iceberg, le maire de la ville, Franky le charpentier cyborg et les charpentiers de la Galée la Compagnie. Surprise, certains d'entre eux, comme Lucci et Kaku, sont en réalité des agents du CP9 au service du gouvernement mondial. Lucci est là, fort. Il envoie Luffy et Zoro valser avec ses Rokushiki et son fruit du démon de type Zoan. Mais dans cet arc, il y a aussi Garp, le rival de Goldie Roger, le marine le plus légendaire de sa génération, qui lance des boulets de canon à la main comme si c'était des balles de tennis. Lucci est fort, mais face à Garp, c'est une autre ligue. Garp prend le titre. Dans la foulée, Robin capturé, l'équipage part à l'assaut d'Enies Lobby avec Franky et une rage intacte. Et Luffy répond. Gear second, Gear third. Double dévoilement en un seul arc. Il bat Lucci au terme d'un combat brutal. Et c'est un des moments de montée en puissance les plus importants de toute la série. Luffy prend légitimement le titre ici. Et après, victoire à Enies Lobby, adieu au Vogue Mary, et on revient à Water 7 pour le post-Enies Lobby. On assiste au glow-up complet de Kobe et Elmepo. Et surtout, on découvre Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy. Il lance des boulets à la main, personne n'ose l'approcher. Même dans son âge avancé, c'est une force de la nature. Garp encore. Ensuite, de retour sur l'océan, l'équipage entre dans le triangle de Florian et arrive à Thriller Bark, l'arc le plus sombre de la première partie de la série. On y affronte le Shichibukai Gecko Moria et son Kagekage no Mi, le fruit qui lui permet de voler les ombres. Exactement comme il l'a fait à Brook avant l'arrivée de l'équipage. Mais deux noms méritent vraiment d'être mentionnés. Ryuma d'abord, le sabreur zombie légendaire qui manie Shusui, considéré comme le roi de l'enfer même sans fruit du démon, et qui met Brook en vraie difficulté. Et puis Bartholomew Kuma qui arrive à la fin et dévaste absolument tout le monde avec son Nikyu Nikyu no Mi. Si Zoro n'avait pas passé un deal avec Kuma pour prendre toute la douleur de Luffy sur lui, Luffy serait mort dans cet arc. Kuma prend le titre, mais passer Ryuma sous silence serait un manque de respect envers l'univers. Après ça, Thriller Bark derrière eux, l'équipage arrive à Sabaody et réalise pour la première fois qu'ils sont clairement prêts pour le nouveau monde. On découvre les dragons célestes, et le pire de tous, Saint Charlos, essaie de tuer Hachi et de prendre Kaimi comme esclave. Luffy lui met une droite en pleine face, déclencheur de l'arrivée des Marines avec l'amiral Kizaru. Kizaru démonte les pires de la pire génération en quelques minutes, y compris Luffy, Law et Kid. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Rayleigh le stoppe d'un coup de pied et force Kizaru à demander des renforts. Sans Rayleigh et Kuma combinés, l'équipage aurait été annihilé. En duel direct, le débat avec Rayleigh est réel, mais dans le contexte de cet arc, c'est Kizaru qui domine le champ de bataille. Puis, Kuma envoie Luffy aux quatre coins du monde, et il atterrit seul à Amazon Lily, île de guerrière où les hommes sont interdits. Le choix est simple, Boa Hancock. Son love fruit pétrifie tout être qui ressent de l'attraction pour elle, sauf Luffy, qui n'est tout simplement pas attiré par elle, ce qui est juste fou quand on connaît Hancock. Sa maîtrise complète des trois acquis en fait une combattante complète. Son empire sur cette île est absolu. Ensuite, Luffy apprend qu'Ace est enfermé à Impel Down, et il y entre seul pour le sortir. Il y croise un mix d'anciens alliés et d'anciens ennemis. Magellan prend le titre. Avec son Doku Doku no Mi,
un fruit qui produit tous les poisons imaginables, il défait Luffy en quelques échanges, roule sur l'équipage de Barbe Noire seul, et son dragon de venin fait fuir absolument tout le monde. Quand l'équipage tente de fuir, Ace a déjà été transféré à Marineford. Le directeur de la prison la plus sécurisée du monde mérite son titre. Et là, Luffy échappe d'Impel Down avec une armée de criminels et cap sur Marineford, un champ de bataille bourré de légendes. Barbe Blanche, Akainu, Mihawk, Aokiji, Garp, Sengoku. Le plus difficile à trancher de toute cette liste. Et si tu trouves ça facile, t'as pas regardé le même arc que moi. Barbe Blanche, déjà vieux et malade, encaisse 267 coups d'épée, 152 balles, 46 boulets de canon et une attaque de magma qui lui souffle la moitié du crâne. Et il continue à se battre debout. Ce que Newgate accomplit dans cet arc mérite un respect total, et je comprends ceux qui le mettent en premier. Mais à la fin de tout ça, Shanks arrive. Pas un combat, pas un affrontement, juste une présence. Les amiraux reculent, la guerre se ferme. C'est ça, un Yonko à son prime. Shanks prend le titre. Juste après, la guerre est finie, Ace est mort, Luffy sombre dans le coma, et dans l'après-guerre, avec Law et Jinbei qui l'aident à survivre, il se réfugie à Amazon Lily. Silvers Rayleigh, l'ancien bras droit du roi des pirates, traverse à la nage la mer calme infestée de rois des mers, juste pour rejoindre Luffy. Ça suffit comme argument. C'est lui le plus fort ici. Puis, 2 ans d'ellipse, et on revient à Sabaody pour le comeback des Mugiwara, les retrouvailles de l'équipage après 2 ans d'entraînement séparés. On voit les premiers signes de leur progression et l'usage du haki, mais le plus fort ici, c'est encore Rayleigh qui supervise cette reformation depuis l'ombre. Son aura fait le travail. Ensuite, premier arc après l'ellipse, les chapeaux de paille plongent vers l'île des hommes-poissons, et c'est la première vraie démonstration de leur puissance après 2 ans d'entraînement. Face à Oddie Jones et son armée, Luffy est sur un autre niveau et assomme 50 000 hommes-poissons avec le haki des rois en 1 seconde. Jinbei est fort, expérimenté, redoutable dans l'eau. Shirahoshi mérite aussi une mention spéciale en tant qu'arme antique, sa puissance potentielle est hors norme. Mais le choix ici, c'est Big Mom. Elle apparaît dans cet arc via Denden Mushi, et même à travers un simple appel, elle fait trembler tout le monde. Yonko confirmé, au-dessus de tout ce qui est présent physiquement dans l'arc. Après, l'île des hommes-poissons, l'équipage met le cap sur le nouveau monde et arrive à Punkazar. Moitié en feu, moitié gelé, en plein chaos des expériences de César Clown et des plans de l'eau. Aokiji, l'ancien amiral des Marines, désormais affilié aux pirates de Barbe Noire, débarque à la fin pour sortir Smoker des griffes de Doflamingo. Même sans l'uniforme, sa puissance est intacte. C'est lui le plus fort ici. Par la suite, Punkazar réglé, l'équipage rejoint Dressrosa avec Law, Kinemon et Momonosuke pour s'attaquer à Doflamingo, l'arc le plus long de la série, bourré de colosses. Luffy en Gear for Bondman bat Doflamingo en plein éveil de son Ito Ito no Mi, et c'est énorme. Sabo fait face à Fujitora, mais le plus fort de cet arc, c'est Fujitora, un amiral qui fait tomber des météores du ciel avec son Zushi Zushi no Mi. Ça reste le pic de puissance de cet arc. Ensuite, Dressrosa libéré, une partie de l'équipage file vers Zou, où on rencontre les Minks, on apprend l'existence des Road Poneglyphs, et on découvre que Sanji a quitté l'équipage pour épouser la fille de Big Mom, conséquence de son passé avec sa famille, les Vinsmoke. Mais le plus fort de cet arc, c'est Zunesha, l'éléphant millénaire qui porte l'île sur son dos. Il erre depuis plus de 1000 ans, et quand Momonosuke lui en donne l'ordre, il anéantit la flotte entière de Jack d'un seul coup de trompe. Y a pas photo. Puis, de Zou, Luffy et ses compagnons partent récupérer Sanji dans le territoire de Big Mom sur Whole Cake Island. Katakuri est redoutable, Cracker aussi. Jinbei rejoint l'équipage et Luffy développe son haki d'observation avancé et la forme Gear for Snake Man dans un des meilleurs combats de la série. Mais Big Mom sur son propre territoire, en pleine crise de faim, c'est une force de la nature. Sa force physique surhumaine, sa maîtrise du haki et le Soru Soru no Mi qui lui permet de manipuler les âmes la rendent quasi imbattable. Les chapeaux de paille passent la majorité de l'arc à essayer de fuir. Elle prend le titre. Dans la foulée, pendant que les chapeaux de paille s'échappent, les rois du monde se réunissent à Marie-Joise pour la reverie. Arc court, mais lourd de conséquences. Sabo et l'armée révolutionnaire font de gros moves. Les 5 anciens, présentés comme les vrais dirigeants du monde, dévoilent leurs fruits du démon flippant. Mais dans l'ombre de tout ça, on aperçoit Imu pour la première fois. On sait quasi rien de sa puissance réelle, mais quelqu'un qui siège sur le trône vide et qui fait s'agenouiller les 5 anciens n'a pas besoin de démonstration. Le mystère suffit. Et là, on arrive enfin à Wano, l'arc le plus ambitieux de toute la série, où les chapeaux de paille et leurs alliés s'attaquent à Kaido et aux pirates aux 100 bêtes pour libérer le pays de son règne de terreur. Et c'est le choix le plus clivant de cette vidéo. Dans cet arc, Luffy éveille son fruit du démon, le Ito Ito no Mi modèle Nika, et passe en Gear 5. Il joue avec Kaido comme si c'était un dessin animé. Kaido, l'être décrit comme le plus fort du monde, avec un corps quasi indestructible, utilise toute son énergie juste pour survivre à ce que Luffy lui envoie. Ouais, Kaido avait combattu les guerriers de la Gaine, Law,
Kid, Zoro, Yamato avant ça. Mais Luffy en Gear 5 n'était pas frais non plus. Il était littéralement mort quelques minutes avant. Dans cet arc, Luffy est le plus fort. Je prends mes responsabilités. Pour finir, Wano libéré, l'équipage navigue vers Egghead, l'île de pointe de Vegapunk. Sur place, on retrouve Rob Lucci et Kaku revenus en CP0, Kizaru et les 5 doyens. Luffy domine clairement le champ de bataille en Gear 5. Il affronte les 5 anciens et Kizaru simultanément. Mais le personnage le plus fort de cet arc, c'est Joy Boy, via le haki qu'il a stocké dans Emmet, le robot rouillé depuis 800 ans. Ce fragment de puissance vieux de 8 siècles force les 5 doyens anciens à reculer, à même retirer le suir de Luffy et fait plier Imu sur place et à retirer le suir de Luffy, ce même Imu qui peut retirer son immortalité à Saturne d'un geste. Si un écho de la puissance de Joy Boy suffit à terrifier les entités les plus puissantes du monde, imagine le reste. Joy Boy prend le titre, même sans apparaître en personne. Voilà, chaque arc, un choix. Et j'assume chacun. Équipe Barbe Blanche pour Marineford? Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses. Tu penses que Kaido bat Luffy en Gear 5 à puissance égale? Je veux voir tes arguments. Et si t'as un choix complètement différent sur un arc, c'est exactement pour ça que les commentaires existent. Like si t'as survécu à cette vidéo. Abonne-toi, parce qu'on a encore des sujets comme ça à couvrir.